Donc, bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Antoine de Conchy, je travaille au SMG 35, donc le syndicat mixte de gestion pour l'approvisionnement en eau potable de l'Ille-et-Vilaine. Donc concrètement, on regroupe l'ensemble des syndicats de production d'eau du département d'Ille-et-Vilaine et on apporte une assistance sur différents sujets, dont la gestion des ressources de manière générale. Donc ce que je vais vous présenter, c'est juste un panorama un petit peu des conséquences, pas des causes, je suis pas spécialiste de la question, mais plus des conséquences pratiques des proliférations de cyanobactéries sur la production d'eau potable en Ille-et-Vilaine. Donc d'abord, très rapidement, par rapport à la production d'eau potable, on a une ressource qui est vulnérable par rapport à la question des cyanobactéries pour plusieurs raisons. Mais d'abord parce que, comme sur l'ensemble des départements bretons, c'est pas très original, mais on a une très grande majorité de l'eau potable qui provient d'eau superficielle. Donc là, sur la carte que vous avez, tout ce qui est en vert, ce sont les productions d'origine superficielle. Tout ce qui est en bleu, ce sont les forages ou les drains, ou les puits. Et vous voyez qu'on a 70% des volumes prélevés qui sont d'origine superficielle, puisque plus le rond est gros, plus on a des productions importantes. Donc on a moins en nombre en superficielle, mais beaucoup plus en production. Et sur ces productions, l'essentiel provient de barrages. Les barrages, c'est tout ce qui est cerclé en bleu sur cette carte. Voilà. Donc je vais pas faire la liste, mais simplement, au nord, vous voyez sur la côte d'Émeraude, on a des barrages sur le Frémur et sur des petits ruisseaux dans les marais de Dole. Je sais pas si c'est un pointeur ça. Si, voilà. Ici, c'est Rofemel sur la Rance, qui est le plus gros, en volume le plus important du département, en volume prélevé. Le barrage le plus important en volume en stock, c'est celui-ci, la Chaise, le barrage de la Chaise, qui est alimenté soit par la Chaise, soit par un barrage sur un autre petit bassin versant, le Canut. Et ici, des barrages sur la Vilaine amont. Et on voit qu'en fait, on a des prélèvements importants soit au niveau des barrages, soit éventuellement juste en aval de barrages. Par exemple, ici, un prélèvement qui est à Châteaubourg, qui est pas dans un barrage, qui est dans la Vilaine, mais qui est en aval quasi immédiat de la retenue de la Cantage qui est ici. Donc alimenté par... ce sont des eaux de barrage de toute façon. Donc ça, c'est une première source de vulnérabilité. Et on a identifié les plans d'eau où régulièrement il pouvait y avoir des proliférations de cyano, et donc c'est tous ceux qui sont en vert. Donc vous voyez que c'est une bonne partie, et qu'au total finalement ces ressources qui sont concernées par des proliférations, ça représente à peu près 35% des volumes prélevés pour l'Ille-et-Vilaine. Pas tout à fait en Ille-et-Vilaine, parce que Eurofemel au passage est en Côte d'Armor, mais est exploité par collectivité ou du bassin rennais. Donc sert à alimenter principalement Rennes et par extension une bonne partie du département. Alors, quelles sont les conséquences concrètes pour les syndicats d'eau de ces proliférations? La première, c'est que les syndicats ont dû mettre en place des stratégies de gestion qui sont adaptées au niveau des ressources. Donc c'est surtout ça que je vais vous présenter. D'abord, une des façons de gérer ces proliférations, c'est tout simplement de ne pas prélever au moment où elles ont lieu. Donc là, pour deux exemples précis, à Rofemel, donc sur la Rance, collectivité du bassin rennais, peut arrêter de prélever au des moments où quand il voit qu'il y a des proliférations importantes et aller prélever ailleurs sur d'autres ressources. C'est permis comme sur le Morbihan, ce qu'a été dit tout à l'heure, parce qu'il y a tout un réseau d'interconnexion entre les ressources, et parce que en temps normal, on a une certaine marge. Je dis en temps normal parce que l'exemple par exemple de cette année, avec une année très sèche et plusieurs productions qui sont en grande difficulté, là on n'est pas sûr du tout d'avoir la marge nécessaire pour pouvoir se passer de Rofemel. On est même à peu près sûr du contraire. Donc ça, c'est un impact direct. Une autre façon de gérer ou d'éviter le risque, c'est sur le Canut par exemple, toujours du bassin rennais, évite de prélever quand la température est trop élevée, parce que considère que c'est une ressource qui a un fonctionnement un peu particulier. Elle sert à remplir le barrage principal qui est celui de la Chaise. Donc on évite de l'utiliser quand il y a des températures trop élevées pour limiter le risque d'eutrophisation.
Donc vous voyez que ça c'est une stratégie, mais forcément c'est des conséquences sur la capacité de production, avec en plus un facteur un petit peu aggravant, qui est que les proliférations peuvent avoir lieu dans des périodes de tension sur la ressource. Par exemple sur le département, la période de pointe en termes de consommation, à part sur la côte, c'est plutôt le mois de septembre, le mois d'octobre, et ça peut être des moments où justement on a cette apparition un peu soudaine de cyano. Ça, c'est une première stratégie qui est assez radicale. Ensuite, il peut y en avoir d'autres. Toujours sur eau femelle, on peut continuer à prélever, mais en changeant un peu la prise d'eau. Le fonctionnement de la prise d'eau, au lieu de prélever en surface, on va prélever plus en profondeur. Il y a différents étages de prélèvement. Dans ce cas-là, effectivement, on règle en partie la question de l'arrivée de cyano dans les usines. Par contre, ça pose d'autres problèmes qualitatifs, parce que l'eau en profondeur n'a pas la même qualité que l'eau en surface, notamment vis-à-vis de l'ammoniac, et après ça a des conséquences sur le traitement. Mais c'est une autre façon de gérer ce risque. Ensuite, il y a tout ce qui a trait à la gestion hydraulique des barrages. Donc ça, c'est un domaine où il y a des modes de gestion très différents qui se sont mis en place selon les secteurs. Alors soit parce que le fonctionnement des retenues n'était pas les mêmes, soit parce que chacun je pense, a un peu tâtonné aussi sur ses retenues. D'abord, dans la conception des barrages, il y a eu des pré-retenues qui ont été mis en place sur plusieurs barrages, qui ont pour objet de retenir un peu les sédiments qui proviennent du bassin versant et de faciliter un curage ultérieur. Donc ça existe par exemple sur les barrages de la Vilaine amont. Sur certains barrages, de manière assez récente, il y a des modes de gestion où on dénoie un peu certaines zones à certaines périodes de l'année avec l'idée, donc peut-être que ce sera abordé dans la journée, que ça va limiter la prolifération des cyanobactéries au printemps. Voilà, donc il y a ces choses-là, mais il y a aussi une gestion différente des lâchers d'eau. Est-ce qu'on lâche l'eau qui est plutôt en surface, l'eau qui est plutôt aussi par les vannes de fond, les vannes intermédiaires. Et donc toutes ces gestions-là, ça fonctionne à peu près, mais ça peut rentrer en opposition avec une gestion optimale au niveau quantitatif des barrages. Donc comme la première solution qui était de pas prélever, c'est intéressant, c'est utile pour ne pas avoir de problème de cyanobactéries sur les usines, mais par contre, c'est handicapant vis-à-vis de la gestion des barrages, notamment en année sèche, toujours comme cette année, où là on doit jongler un petit peu entre l'enjeu quantitatif et l'enjeu qualitatif. Une autre mesure, mais ça a été abordé par Patrick Latouche sur le Morbihan, c'est tout ce qui est mesure un peu, alors j'ai mis curative, mais plutôt de traitement dans les retenues. Je l'ai cité, mais aujourd'hui, ma connaissance, il n'y a pas en Ille-et-Vilaine sur les retenues eau potable. J'y viens sur les retenues eau potable, peut-être sur les retenues récréatives, c'est un usage récréatif, c'est un peu différent. Mais sur les retenues eau potable, on n'a pas de traitement des eaux brutes. C'est vrai que ça pose aussi des questions derrière sur la production d'eau potable. Donc ça, c'est la principale conséquence pour les syndicats d'eau. Donc on a dû un peu adapter leur gestion des retenues. Il y a d'autres conséquences plus ou moins importantes. D'abord, ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais quand même, ça impose un suivi analytique renforcé sur les ressources, avec des analyses qui sont pas classiques, qui sont pas aussi simples que des analyses physico-chimiques. Donc il y a des sondes particulières notamment qui ont été mises en place sur certaines ressources. Et puis les dénombrements, je trouve qu'il y a des spécialistes dans la salle. Il y a aussi une prise en compte dans la conception des usines de traitement. Aujourd'hui, dans les cahiers des charges pour les entreprises, on identifie bien cette question-là, cet enjeu-là dans le traitement. Alors, c'est vrai que les usines modernes, récentes, de toute façon, traitent mieux
traite mieux les cyanobactéries que peut-être les usines de conception plus anciennes, donc c'est pas forcément critique, mais bon, il peut y avoir potentiellement quand même un surcoût à la conception des usines lié à ça. Et aussi au niveau des conséquences, donc ça sur la conception, mais il y a des conséquences sur le fonctionnement des usines. Quand on a des pics de cyanobactéries, il y a une consommation de réactifs plus importante. Soit c'est une conséquence directe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un colmatage plus important des filtres qu'il y a dans les usines, des filtres à sable, etc., liés à la présence de cellules. Soit de manière un peu indirecte, comme je disais tout à l'heure, si on doit changer le site de prélèvement et prélever, parce qu'il y a des cyanobactéries, prélever des eaux qui sont plus riches en ammoniac, par exemple, là, ça a une conséquence aussi sur le fonctionnement de l'usine. Voilà. Et ça a été signalé, alors là, c'est plus une hypothèse qu'une certitude, mais il y a un exploitant qui me disait qu'en période de bloom de cyanobactéries, de traitement notamment Bastaro-Femel, ils avaient détecté que ils font des suivis du goût de l'eau potable et qu'il y avait un goût désagréable qui avait été signalé sur tout leur réseau, et ils pensaient que ça pouvait avoir un lien avec cette prolifération. Et c'est le cas apparemment. Bon, très bien. Donc voilà un peu, c'était assez rapide, mais c'était un panorama sur toutes les conséquences très concrètes, très pratiques finalement sur un usage particulier de l'eau potable, sur un usage particulier de l'eau qui est la production d'eau potable. Juste quand même, peut-être pour nuancer un peu le propos, c'est à ma connaissance, alors j'ai regardé, il y a pu y avoir peut-être dans d'autres départements, mais on n'a pas eu de dépassement de toxines récemment sur l'île-et-Vilaine, ce qui montre quand même, malgré tous les problèmes que ça peut poser, qu'on a réussi à s'adapter. Voilà, on a réussi à s'adapter. Je vais passer directement à la dernière diapo, qui est un peu ce que vous m'avez demandé sur quels seraient les besoins. Alors bon, je sais pas du tout si c'est faisable ou pas faisable, mais j'ai essayé de voir ce qui pourrait être intéressant pour un gestionnaire en termes d'eau potable. Il y a trois questions principales. Déjà, anticiper le risque. C'est vrai que une des difficultés que posent les proliférations, c'est que c'est quelque chose de très soudain et qu'on a beaucoup de mal à anticiper. Et à la fois au niveau annuel, savoir par exemple aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire si on a un risque, est-ce qu'on est une année à risque, voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, cette année on a une année sèche, on peut pas se priver d'une ressource. Et après aussi, peut-être plus à court terme, avant de voir apparaître vraiment les cyanobactéries, est-ce qu'on peut l'anticiper légèrement? Ensuite, on l'a abordé très rapidement, mais quelle est la gestion optimale des plans d'eau pour à la fois éviter les blooms de cyanobactéries, donc par exemple là les histoires de dénoiement de certaines zones ou pas. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace partout? Bon, voilà, c'est une question un peu générale, à la fois au niveau hydraulique et sédiments, mais en ayant en tête que derrière il y a une gestion quantitative et qu'il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Et enfin, Patrick Latouche en a parlé tout à l'heure, mais aussi c'est une grosse forcément inquiétude, un questionnement qu'on a. Quelle incidence des changements climatiques, à la fois parce que ça fait monter les températures et ça fait baisser les débits. Ça c'est quelque chose qui est à peu près acquis, je pense, en tout cas ce que les climatologues disent de manière à peu près certaine. Donc une baisse du renouvellement de l'eau dans les retenues, une hausse de la température, et ça a été aussi un petit peu sous-entendu, mais on agit sur le phosphore, mais dans le même temps il y a la température qui augmente. Donc quelque part, quelle est l'efficacité des deux? Quelle sera la conséquence si, le lien entre les deux, l'interaction finalement entre la qualité et la température. J'ai dit rapidement, mais c'est vrai qu'on a le même problème en eau potable quand on a des prises d'eau qui sont en aval des barrages, où là on doit gérer la qualité de la quantité déjà et la qualité de ce qui sort du barrage. Donc effectivement, ce que je disais, dans les lâchers d'eau, on peut lâcher soit par le dessus, soit par des vannes intermédiaires, mais dans les deux cas, ça peut poser des problèmes, parce que la même façon qu'il y a de l'ammoniac dans les eaux intermédiaires, il peut aussi y avoir plus de sédiments ou autre. Et donc voilà, il n'y a pas de solution miracle.